BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Un face-à-face qu'on va débuter en monoface avec Bernard Hébrand, et puis on attend l'arrivée imminente, j'imagine, de Philippe Béchade. Bernard Hébrand, bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. Déjà, ce contexte actuel de marché, certains nous disent ça y est, c'est fini finalement, il n'y aura pas de rallye de fin d'année, les books sont fermés, puis on va continuer, on va finir en roue libre en préparant 2014. Et puis d'autres nous disent attention, d'habitude c'est sur les 15 derniers jours de décembre que se fait la progression du mois. Alors on l'aura ou on l'aura pas ce rallye? Bon, j'ai pas de statistiques suffisamment précises pour vous dire si c'est sur les 15, les 7 ou les 12 derniers jours que ça se passe. Mais ça dépend pas mal du point de vue. C'est-à-dire que effectivement, si on regarde le CAC 40 ou les valeurs européennes, ça a corrigé ces derniers temps. Et on a perdu un ou deux mois de performance en quelques semaines en fait. Donc là, le rallye de fin d'année pour le moment il va plutôt dans l'autre sens. En revanche, aux États-Unis, les actions, elles font encore et toujours des plus hauts un peu tous les jours. Et là, on a un vrai rallye, même pas de fin d'année, mais un rallye d'année, de 2 années, 3 années qui se poursuit. On a un vrai mouvement de long terme qui se poursuit. Et pour le moment, on voit pas grand-chose pour l'arrêter. Même quand les nouvelles sont moyennement satisfaisantes, ça continue à monter. D'autant qu'on a eu cette nuit l'accord, le fameux accord entre républicains et démocrates sur le budget. On gagne 2 ans de visibilité. Ça pourrait booster à nouveau l'économie américaine et notamment la consommation des ménages, par exemple. L'économie américaine, c'était déjà une de celles qui semblaient les plus fermes dans les grandes économies occidentales. L'accord, c'est peut-être un peu la cerise sur le gâteau. À la limite, on n'en avait pas tellement besoin, mais s'il est là, c'est encore mieux. Voilà donc pour le sentiment un peu général. Philippe Béchade qui vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour. Un petit coup d'œil justement sur cette fin d'année. On s'interrogeait avec Bernard sur ce rallye y aura-t-il ou pas? Les 15 derniers jours sont les plus importants, nous disent certains gérants. Comment est-ce que vous voyez, vous qui êtes finalement un fanat de l'observation des performances presque à la minute près des grands marchés? Je crois que le gros enjeu, effectivement, pour l'instant, c'est de ne pas reperdre une fraction trop significative des gains. Aux États-Unis, on pourrait se le permettre quand on est à 36-37% de hausse sur le S&P, sur le Russell 2000, sur le Dow Transport. On peut pas dire qu'il y ait vraiment urgence à pousser les cours encore plus haut pour qu'on aille chercher des 40%. Ce qui est totalement absurde puisque maintenant à peu près toutes les grandes banques américaines publient des études où elles disent qu'effectivement au maximum les bénéfices ont progressé de 6% en 2013 et quand on retire la variable rachat de leurs propres titres par les entreprises, ce qui en fait augmente le profit par titre sans que les bénéfices globaux ne progressent, on est en fait sur du 3%. Donc on a simplement des cours qui ont progressé 10 fois plus vite que les bénéfices, mais on continue évidemment de nous assurer qu'il n'y a pas de bulle. Alors Wall Street reste quand même aujourd'hui tout près de ses sommets. J'y vois là 2 raisons principales. Il y a certes des gérants qui commencent à sécuriser leurs gains et qui prennent des bénéfices. Et puis il y en a d'autres qui effectivement habillent leur bilan ou qui se sont un petit peu désinvestis dans la période estivale avec la crainte du tapering et puis qui ensuite sont revenus dans le marché. Et puis il y a la baisse du dollar qui naturellement soutient principalement des valeurs exportatrices. Une baisse du dollar qui me paraît d'ailleurs extrêmement paradoxale, mais je pense qu'on va en reparler. Justement, ce risque de tapering qu'évoquait en creux Philippe Béchade, Bernard, est-ce que aujourd'hui cette crainte revient? Est-ce que ça reste une crainte puisque les données, elles, sont de plus en plus favorables à ce que la Fed finalement appuie sur le bouton? On a eu de bonnes statistiques économiques et puis l'autre grande crainte qui était la crainte politique, celle sur le budget, celle sur le shutdown, elle est en train de se dissiper avec cet accord bipartisan aux États-Unis. Est-ce que le tapering va arriver et surtout, est-ce que c'est encore une crainte? Il semble que la question ne soit plus tellement est-ce que ça va arriver, mais quand est-ce que ça va arriver. Ce qui se passe depuis un moment, c'est qu'on le repousse. Alors maintenant, le consensus le place quelque part dans le courant du premier trimestre. Entre dans quelques jours et
Alors dans quelques jours, non, c'est assez peu joué ça. Dans quelques jours, en revanche, dans un mois à 3-4 mois, c'est pas mal joué. C'est un peu ça le consensus, premier trimestre. D'ici là, pas mal de nouvelles peuvent tomber, mais enfin bon, la direction elle a l'air claire. À un moment, ce rachat de titres va être diminué. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va enfin avoir vraiment des directions divergentes par les politiques monétaires des grandes banques centrales occidentales, alors que tout le monde allait un petit peu dans le même sens. Donc il faut garder en tête que ça va produire des effets probablement un peu partout sur les actifs dans le monde. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois que cette perspective avait été simplement évoquée, ça avait fait pas mal de dégâts sur les émergents. La prochaine fois, ce sera aussi sur les émergents, d'après vous, ou ça pourrait être sur l'Europe que les dégâts seront les plus importants? Je vous pose la question parce que c'est l'Europe qui a le plus trinqué déjà ces 15 derniers jours. Bon, ça c'est habituel, hein. Vous savez, quand il y a un problème aux États-Unis, c'est l'Europe qui baisse. Ça c'est une base. Et les flux qui sont sortis des marchés émergents étaient certes importants, mais enfin ils sont quand même très minimes en comparaison de tout ce qui était rentré sur les dernières années. Étant donné qu'en plus la liquidité actuelle sur ces marchés est bien inférieure à ce qu'elle pouvait être il y a quelques années, étant donné les stocks de titres qui sont détenus par les brokers qui ont beaucoup diminué. Donc en fait, la porte de sortie est plus étroite, et s'il y a un montant équivalent de capitaux qui veut sortir, ça va être plus compliqué. Et il y en a qui vont rester sur le carreau, disons. Donc oui, encore et toujours, les émergents sont dans l'œil du cyclone. Philippe Béchade, pour vous aussi, là, il y aura une réaction de marché peut-être forte, violente, le jour où la Fed va ralentir son QE, ou maintenant tout ça est pricé parce que ça fait quand même des mois qu'on en parle et qu'on l'attend? Alors vous savez que depuis déjà de très nombreux mois, je ne crois plus du tout à la psychologie du marché. C'est un marché de flux, c'est un marché de mathématiciens. Mais si on lui retire les flux, justement? On ne les retire pas. On réduit progressivement le débit, ce qui est quand même très différent. C'est pas une coupure brutale comme les deux premiers QI qui se sont arrêtés au mois de juin. Ça y est, on savait qu'il y avait la deadline. C'était arrivé, il y avait plus, voilà. Enfin, un drogué voulait enlever un peu de drogue, il se sent sevré. Alors effectivement, quand on est drogué à très haute dose, le seul fait de retirer un petit peu, ça peut déjà suffire à créer un malaise. Mais en ce qui concerne la psychologie, puisque c'était ça mon angle au départ, je ne crois pas effectivement à la psychologie. Si les marchés ne rebaissent pas aujourd'hui malgré la perspective du tapering, c'est parce qu'il y a effectivement des éléments techniques qui restent quand même prépondérants. Si j'en crois moi les cambistes, avec le dollar qui vient de perdre 3% en l'espace de 15 jours, on a l'air effectivement de parier que le tapering aura lieu au mois de mars prochain. Alors moi je vois une alternative. Soit il n'y aura pas du tout de tapering. Pas du tout. On trouvera encore des prétextes, la faillite des municipalités américaines, les prêts étudiants qui sont sous l'eau, Barack Obama qui pense qu'il faut augmenter les salaires parce que ça manifeste quand même chez McDo, chez Walmart. Les gens touchent des clopinettes, on peut pas vivre. On crée des tas de jobs en ce moment, mais qui rapportent absolument rien. Il y a une chute abyssale des revenus depuis la crise. Donc pas de tapering du tout pour vous, c'est possible. Alors, ça c'est une alternative. La deuxième, c'est que si le tapering a lieu, il pourrait avoir lieu beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on vient effectivement d'avoir un accord budgétaire aux États-Unis. Cette fois-ci, on va pas nous jouer le feuilleton. Ah, ils s'entendent pas. Ah, mais demain ils vont s'entendre. Alors paf, on tire les cours, et on se dit chaque jour demain il y aura une bonne nouvelle. Chaque jour on nous faisait le coup au mois d'octobre dernier. Et maintenant on va avoir une paix budgétaire pendant 2 ans aux États-Unis. Là, on peut pas dire que le marché va célébrer, tirer le feu d'artifice, ça y est, après un suspense insoutenable. Ils ont réussi à s'entendre à 23h59 et 48 secondes. Donc c'est fait, ça. Donc là, déjà, c'est pas quelque chose que le marché va pouvoir jouer. Et c'est pas non plus un truc que la Fed va pouvoir évoquer en disant, vu que ça continue de batailler ferme au Congrès, ça serait un petit peu malvenu de retirer des liquidités au moment où le marché, il est quand même sous stress. Donc après l'accord de la nuit dernière, vous voyez peut-être le déclic dans l'accord de la nuit dernière pour un tapering de la Fed. Moi, je pense qu'il aura soit lieu assez rapidement, soit pas du tout. Et s'il y a tapering de la Fed, ça permettra enfin au marché de retrouver leur capacité à pricer les actifs à leur juste valeur? Ça va prendre des mois et des trimestres. Ça fait 3 ans qu'on fausse complètement les mécanismes de fixation des prix. Ça va pas se rétablir simplement parce qu'on réduit un petit peu les injections de morphine. Allez, on marque une toute petite pause dans ce face-à-face pour jeter un œil sur les marchés. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. On poursuit notre face-à-face avec Bernard Hébrant et Philippe Béchade. Un petit détour peut-être par la zone asiatique et plus singulièrement par le Japon, parce que vous souligniez tout à l'heure, Bernard, qu'on allait avoir une différence de politique monétaire entre quelques banques centrales, parce que la Banque du Japon, elle, reste toujours très active.
même si pour le moment, il y a peut-être une question sur le succès des Abenomics, comme on dit. Les tout derniers chiffres du Japon posent question. Alors la question, c'est souvent, est-ce que c'est un coup de frein ou est-ce que c'est un coup d'arrêt aux Abenomics, selon vous? Coup d'arrêt, on voit pas grand-chose qui nous permette d'aller dans ce sens-là pour le moment. Cette politique a toujours entre guillemets les pleins pouvoirs. Il y a pas trop de facteurs constitutionnels ou qui pourraient la stopper au Japon. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. En revanche, en ce qui concerne les statistiques, c'est toujours compliqué, les statistiques japonaises, parce que ça marche jamais comme les autres. C'est un des rares pays où la Banque centrale fait tout ce qu'elle peut pour générer de l'inflation. Et c'est la même chose pour beaucoup de statistiques. C'est vrai que là-bas, c'était ce qui est sorti ces derniers jours, c'était un tout petit peu en dessous des attentes. En revanche, il semble quand même qu'on ait des choses un peu structurelles qui sont en train de se passer et ça ne semble pas remis en cause par ce qu'on a au jour le jour. Malgré tout, c'est vrai que cette déflation, il faut lutter contre. Pour ça, il faudrait que les salaires augmentent. C'est pas le cas dans les statistiques. Et certes, il y a les promesses de grands groupes, dont Toyota, en disant on va en parler, mais enfin pour le moment, on n'en parle pas. Non, et s'attendre à ce que le consommateur japonais tire la croissance de manière très très ferme, c'est un peu compliqué pour plein de raisons. Sa dette, déjà, il peut pas tout faire. Ouais, alors le consommateur japonais, il n'est pas tant endetté que ça par rapport au consommateur américain, par exemple, mais simplement il y a quelque chose de tout bête, c'est qu'il est de plus en plus vieux et il est de moins en moins nombreux. Alors il y peut rien, le pauvre. Il fait ce qu'il peut, mais voilà, ils sont de moins en moins. Et c'est un des paradoxes de toutes les statistiques japonaises que vous pouvez regarder. Si vous ramenez toutes les statistiques par tête, en fait, c'est beaucoup plus brillant que ça. Et typiquement, les gains de productivité au Japon et la croissance au Japon sont en fait beaucoup plus fermes que dans beaucoup d'autres pays. Si vous ramenez ça à une population qui vieillit et décroît, c'est un des paradoxes qu'il faut prendre en compte quand on regarde ce pays, qui est quand même très différent de beaucoup d'autres. Voilà donc pour le cas japonais. Je veux bien en dire un petit mot aussi. Ouais. Oui. Philippe Béchade. Oui, les statistiques qu'on a eues sont quand même assez inquiétantes. En séquentiel, on a une contraction de 0,3% du PIB. On était sur un rythme de 1,9, on revient à 1,10. On a une balance commerciale japonaise qui est dans les abysses. Alors peut-être qu'effectivement il fallait laisser le temps à l'effet yen de doper les exportations, mais pour l'instant c'est pas le cas, ça traîne plus qu'en longueur. On a des hausses de 25-30% du prix des carburants à la pompe au Japon, aucune hausse de salaire pour l'instant, et on nous en parle effectivement chez Toyota, mais aussi chez Toshiba, pour avril 2014. Pourquoi? Parce que c'est le début de la nouvelle année fiscale, donc les entreprises revoient leur politique. Mais attendez, entre le 1er janvier et le 1er avril 2014, il y a quand même un petit truc qui va survenir. C'est la hausse de la TVA. Or déjà là, les Japonais ne consomment pas. Donc là, il va y avoir encore un trou pendant 4 mois, avant qu'éventuellement on augmente les salaires. Les taux sont à 0, voire négatifs en termes nominaux. Les Japonais, Monsieur Lebron l'a parfaitement dit, ne s'endettent pas plus. Et pourquoi ne s'endettent-ils pas plus? Parce qu'effectivement, avec la pyramide des âges, quand vous avez 65-70 ans, est-ce que vous croyez que la banque va vous avancer de l'argent? Moi, j'étais à Tokyo et j'ai été dans les quartiers où on voit des jeunes qui sont frénétiques de consommation, frénétiques. Mais quand vous prenez le Shinkansen et que vous allez au nord ou au sud du Japon, vous traversez des campagnes où c'est là que s'installent les retraités parce que les villes ne sont plus vivables, beaucoup trop chères. Et là, les retraites, elles baissent. Donc les personnes seniors voient aujourd'hui leur pouvoir d'achat s'effondrer. Les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ne trouvent plus des jobs très très bien payés. Donc c'est vrai qu'il y a une frange de la population qui est un petit peu des hipsters, des geeks, etc. Mais c'est vraiment pas le reflet du Japon. Bon, donc la hausse du Nikkei là qu'on a vu de 50% cette année, vous vous dites en voyant ça, attention, faut vendre pour 2014? C'est un pur effet flux, Les mécanismes de pricing sont complètement faussés par les QE. En 2014, on le disait, il va y avoir une différenciation des politiques des banques centrales et la Banque du Japon sera sans doute la plus souple, celle qui fera le plus gros quantitative easing. Elle ira jusqu'au bout. Et donc ça pourrait soutenir le Nikkei. Elle gagner encore. Elle va continuer. C'est pour ça que même si la Fed retire un petit peu d'argent, je suis d'accord que de toute façon le niveau global de liquidité dans le système mondial, il va rester à peu près équivalent. Mais le grand danger, c'est que si la Banque centrale du Japon doit aller dans le platane, elle n'appuiera pas sur la pédale de frein. Elle accélère, au contraire, elle accélère, en espérant qu'avec la vitesse de la lumière, ils vont traverser le platane sans même le voir. Si c'est un bonsaï, ça ira.
Bernard Hébrand, vous faites partie de ceux qui pensent que le Nikkei a une carte à jouer encore en 2014 parce que la Banque du Japon sera la banque centrale la plus accommodante en 2014 dans le monde? Alors vraiment plus qu'ailleurs, peut-être au Japon, il faut distinguer le marché et l'économie. Et si effectivement les espoirs qu'on peut placer dans la vigueur du consommateur japonais sont à modérer, en revanche, il faut garder quelque chose en tête, c'est que premièrement, c'est un des pays où la liquidité, on ne voit pas ce qui pourrait la freiner pendant un bon moment. La Banque centrale a rien dit dans ce sens-là. Et deuxièmement, aussi bizarre que ça puisse paraître, malgré la progression quand même incroyable de l'indice des actions japonaises cette année, en fait, aujourd'hui, les actions japonaises elles sont plutôt moins chères qu'elles étaient il y a un an, puisque les bénéfices ils ont augmenté plus. Alors, il faut aussi garder ça en tête. C'est un des paradoxes qu'il faut garder en tête quand on regarde le marché japonais. Donc, c'est un des endroits où finalement, il y a peut-être encore du potentiel pour ces deux raisons, la liquidité et bizarrement les résultats des entreprises. On termine par un petit coup d'œil sur l'Europe, avant peut-être de faire la synthèse rapidement en termes d'allocation, mais notre Europe, il y a un peu d'union bancaire, il y a un petit peu de questions avec la Grèce, il y a ce vote de confiance en Italie. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit il est encore un peu tôt pour remettre les doigts vraiment dans la confiture européenne? Bernard Hébrand. Je ne sais pas trop de quelle confiture vous parlez, mais si on regarde les marchés obligataires, on a le mouvement qui continue et qui nous dit, au vu des écarts de rendement, en fait, la crise de la zone euro elle est terminée depuis quelque temps. Le rendement espagnol ou italien par rapport au rendement allemand, il est revenu à son plus bas. Il n'y a plus de problème, tout va bien, la vie est belle. Ouais. Sur les marchés actions, il y a eu des beaux rattrapages également cette année. En revanche, là, il y a des vraies questions à se poser sur la liquidité. Attendre que la Banque Centrale Européenne fasse la même chose que la Banque du Japon, c'est peut-être un peu plus compliqué à envisager. Et attendre un coup de main du consommateur européen, il faudrait qu'il ait quelque chose à consommer. Et pour le moment, il ne l'a pas. Et là, les indicateurs théoriquement avancés qui nous annonçaient une sortie de récession il y a un petit moment, ils sont tellement en avance que pour le moment, on ne voit pas le résultat. Et le salut pourrait pas venir de l'union bancaire qui fait des progrès décisifs, nous dit-on. Il y a eu hier une réunion des ministres des Finances européens. Ça pourrait justement rebooster encore un peu plus la confiance des investisseurs dans l'Europe et dans le système européen. C'est-à-dire que les crédits des banques à l'économie européenne n'arrêtent pas de baisser depuis un moment. Donc on voit pas, c'est pas l'union bancaire qui va faire repartir ça dans l'autre sens. C'est pas ça qui va soutenir la croissance et la consommation et l'investissement. Ouais. Et bien voilà, pour ce face-à-face, merci beaucoup à tous les deux. Bernard Hébrand pour Invesco et Philippe Béchade pour la chronique agora.com. Merci à tous les deux.